Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Projection Test et je ne suis pas tout seul, je suis avec Théo. Bonsoir. Et donc c'est bien le débrief le plus attendu de cette fin d'année, je veux bien sûr parler de Star Wars 7. The Force Awakens. Et comme à l'accoutumée de l'émission, on va faire un rapide tour du casting et de la réalisation, donc on retrouve J.J. Abrams en tant que réalisateur. Au niveau des acteurs, on a Daisy Ridley dans le rôle de Rey, Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren, John Boyega en tant que Finn, Harrison Ford bien sûr en tant que Han Solo, Oscar Isaac qui joue le rôle de Poe Dameron, donc le pilote de la Résistance, Peter Mayhew en Chewbacca, Carrie Fisher en Leia, Domhnall Gleeson en Général Hux, Lupita Nyong'o en Maz Kanata, et bien sûr Andy Serkis en leader suprême, et n'oublions pas le dernier, le plus grand, Mark Hamill en tant que Luke Skywalker. On a également quelques caméos assez sympathiques, je pense notamment à Max von Sydow. Simon Pegg également est présent dans le film, même si vous ne verrez pas son visage vu qu'il joue un des nombreux membres du bestiaire Star Wars. Il est donc caché sous un costume, mais il est bien là. Il faut savoir que l'acteur anglais est un très bon ami de Abrams et qu'il a donc aidé à l'élaboration du script de ce 7ème opus. Donc même si son nom n'est pas au générique, Simon Pegg a quand même beaucoup participé au développement de ce 7ème épisode et il est récompensé donc avec un petit caméo assez sympathique dont on a comme seul témoin quelques photos de tournage. Et l'autre apparition que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle de toute la bande des acteurs du Raid, un film indonésien d'arts martiaux de Gareth Evans, qui se sont ramenés à un moment donné dans le film, et qui étaient là, qui n'ont pas fait grand chose, on doit bien l'avouer, mais qui étaient présents, et ça m'a fait très plaisir de voir qu'un mec Abrams était fan de ce film qui est absolument génial, fait de ces deux films, The Raid 1 et 2, qui sont absolument géniaux et que je recommande au passage. Pour ce qui est du scénario, J.J. Abrams et son équipe ont laissé planer un grand mystère autour de celui-ci, en révélant quasiment rien à travers les bandes annonces. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, je pense qu'on va pas spoiler et on va pas non plus dévoiler l'intrigue, si ce n'est que le film se déroule environ 30 ans après le retour du Jedi. Voilà. Ouais, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé du film? Eh bien, on a eu le voir deux fois déjà. Une fois en VF le jour de sa sortie et une fois en VO 2 jours plus tard. Et il faut dire que après ce second visionnage, mon avis a pas mal changé, le tien aussi d'ailleurs. Oui, je pense qu'en fait, la première fois qu'on allait le voir, on attendait tellement du film. Moi, personnellement, je m'en faisais toute une montagne parce que j'avais lu énormément de choses le concernant son développement, tous les interviews de J.J. Abrams et même de plusieurs membres de son équipe. Et à chaque fois que je finissais l'interview, je me disais, putain, ils ont tout compris, ce film va être génial. Dans toutes les interviews, ils analysent parfaitement quels étaient les défauts de la prélogie que je n'arrive pas à supporter personnellement. T'es un peu plus tolérant, Fred, mais bon, moi je trouve que ce sont des très mauvais films. Et à chaque fois que je lisais les interviews, je me disais, ça y est, ils ont tout compris, on va voir un putain de film Star Wars. Et donc je m'attendais à voir une espèce de de truc énorme dès le premier visionnage. Et en fait, eh ben voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un truc qui forcément rentrera dans l'histoire du cinéma. Ça va rentrer dans l'histoire du cinéma, bien entendu, au niveau des recettes, mais en soi, le film, sans être mauvais, n'est pas la révolution que j'attendais. Du coup, j'étais un petit peu déçu après le premier visionnage. Quand je l'ai revu en VO, je savais à quoi m'attendre et j'ai passé un très bon moment. Et moi, je l'attendais beaucoup moins que toi. D'ailleurs, je te disais de pas trop n'y attendre de ce film. Et j'avais un petit peu raison, hein. La première fois que je l'ai vu, je suis ressorti de la salle complètement déçu. Pour vous dire, ma note frôlait le 3, 3, 4 grand max. Et donc après ce visionnage en VO, ben déjà la VO a arrangé un peu les choses et bon, c'est un film sympa, mais qui a énormément de problèmes. On y reviendra plus tard. Donc, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, ça reste un bon moment passé au cinéma. De toute façon, en ce moment, au ciné, il n'y a rien d'autre de bien à part ça, enfin d'intéressant. Donc oui, allez le voir. Ça reste un Star Wars. De toute façon, Star Wars, tout le monde va aller le voir, hein, que tu conseilles ou pas, Fred. Non, non, je pense que mon avis a quand même un gros impact sur la société française. Ouais, grâce à toi, Disney va faire quelques millions en plus, là, grâce à cet avis positif. C'est donc ici que s'achève la partie sans spoiler de la critique, hein, puisque maintenant on va pouvoir se lâcher, puisqu'on va aller beaucoup plus en profondeur dans le sujet. Donc ben voilà, si vous n'avez pas encore vu le film, arrêtez la vidéo ici, allez le voir et revenez après. Mais si vous l'avez vu, ben restez avec nous pour les points positifs et les points négatifs du long métrage. Et pour commencer, on va s'attaquer à quelque chose qui, je pense, nous avons tous les deux aimé, hein, qui va faire un petit peu l'unanimité entre nous deux. C'est la réalisation de J.J. Abrams. Et oui, si on doit dégager un gros point fort dans ce film, c'est bien la réalisation. La réalisation de J. Abrams, c'est pour cette fois, parce que je suis vraiment pas fan de sa réalisation, et cette fois-ci, elle est bien faite, elle est bien construite, les plans sont beaux, le montage n'est pas aussi nerveux que d'habitude.
On a des plans qui sont très visuels, très photographiques. Je pense notamment à des jeux de lumière qui sont vraiment beaux. Hein. J'en ai en mémoire, là, je ne vous le citerai pas de suite, on en reparlera plus tard. Mais c'est vrai que cette fois-ci, la réalisation était impeccable. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. La réalisation de J.J. Abrams est excellente. Elle est beaucoup plus dynamique et surtout beaucoup plus inventive que celle de George Lucas, qui était un réalisateur qui, au niveau de la mise en scène, a toujours été très plan-plan, hein, pour pas dire pire. Donc voilà, vraiment une très bonne réalisation. Et à noter que très peu de lens flare à signaler, qui est un petit peu ce pourquoi Abrams se faisait chambrer sur ses films précédents, hein, puisqu'il y en avait à foison. Ben là, il n'y en a pas beaucoup, voire quasiment pas. Par contre, on a des transitions volées, qui sont des transitions qu'on retrouve dans tous les épisodes de saga et qui font partie maintenant de l'ADN de la saga Star Wars. Et bien là, Abrams les met à nouveau à l'écran. Donc voilà, c'est un petit hommage très sympathique et qui était obligatoire, hein, pour tout film de Star Wars. Ouais, tu as raison, c'est vraiment partie des codes de la saga Star Wars. Et en ce qui concerne les séquences d'action, eh bien, elles sont très bien montées. On a des plans séquences dont j'adore, hein. J'adore vraiment les plans séquences dans tous les films. Et là, j'étais vraiment content d'en retrouver dans Star Wars, qui sont géniaux, notamment, je pense à celui sur la planète de Kanata, pardon. Et aussi une vue un peu première vue dans les cockpits des X-Wing, donc de la Résistance, qui sont vraiment jouissives. Donc, on a l'impression de se battre à côté d'eux ou d'être aux commandes d'un X-Wing et d'engager les chasseurs ennemis, quoi. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. C'est vrai que tous les combats aériens sont assez impressionnants et même les fusillades sont très très bien filmées. Là où tu vas mettre un petit bémol, je pense, toi, c'est au niveau du combat de sabre qu'on a à la fin. Que personnellement j'ai bien trouvé. Alors, étant donné la réalisation dynamique et assez cut qu'avait J.J. Abrams sur toute la première partie, fait tout le film, je craignais un petit peu ce combat et qu'il soit pas forcément très compréhensible, étant donné qu'on serait dans une confrontation au corps à corps, donc c'est quelque chose qui est très difficile à filmer. Finalement, j'ai trouvé qu'il s'était plutôt maîtrisé sur celui-là et que c'était bien filmé, je comprenais vraiment ce qui se passait, donc j'ai trouvé que la scène de combat de sabre était plutôt bien filmée. T'es peut-être pas tout à fait d'accord avec moi. Ouais, alors certes, c'est compréhensible, ça reste compréhensible, mais pour moi, ça reste un peu trop cut pour un combat de sabre dans Star Wars, quoi. Mais ça vient peut-être des chorégraphies qui sont bien plus simplistes que dans la prélogie, par exemple. Du coup, J. Abrams a certainement voulu donner un côté un peu plus dynamique pour qu'on s'emmerde moins qu'en les regardant. Et pour moi, ça pose quand même un petit problème. Je suis un peu déçu des combats de sabre, hein, ouais. En même temps, c'est le premier de la nouvelle saga, et puis surtout, il oppose des gens qui, au niveau de la maîtrise du sabre, ne sont loin d'être au même niveau que ceux qu'on avait dans la prélogie, donc ce qui peut expliquer la simplicité de la chorégraphie. Oui, c'est tout à fait ça, mais ça ne justifie pas de faire trop de cuts, quoi. Comme tu l'as dit précédemment, ouais, le film a des passages où il y a des plans magnifiques, et effectivement, le film, d'un point de vue purement visuel, bah, il est à tomber, parce que c'est des choses qu'on n'avait plus vues sur Star Wars depuis les années 70-80, hein, parce que la prélogie s'était filmée quasiment intégralement sur fond bleu et fond vert. Bah, là, justement, Abrams a bien compris le désir des fans de voir des décors réels, et ben là, il nous abreuve de ça, et putain que ça fait du bien. J'en avais marre de voir des gens défiler sur des fonds verts dégueulasses qui ont très très mal vieilli. Ce n'est plus le cas. Et je dis un grand merci à Abrams parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi, ça a empêché la prélogie vraiment de nous immerger dedans en fait, hein. Bon, il n'y avait pas que ça qui nous empêchait de nous immerger dedans, mais bon, n'y revenons pas. Donc là, les décors sont magnifiques. On a l'impression d'être dans l'univers Star Wars. Oui, et pour les CGI, ben, ils sont bien réussis, sauf, à mon sens, pour les bêtes qu'on retrouve dans le vaisseau spatial de Han Solo, le gros vaisseau spatial. Et aussi pour le grand leader suprême, Snoke, qui est moyennement fait. Alors on peut accorder le fait que c'est uniquement une projection visuelle, enfin un hologramme quand on le voit. Donc on dit que c'est peut-être fait exprès qu'il soit moins beau pour montrer que c'est un hologramme. Mais il n'empêche que les bêtes qui se trouvent dans le vaisseau spatial de Han Solo, ben, elles sont pas très bien faites, hein, à mon sens. C'est un peu CGI dégueulasse, un peu à la Doom. La référence, tu vois. Belle comparaison. Mais à mon avis, si justement là, tous les CGI ressortent un petit peu des fois faux, c'est justement du fait qu'il y a énormément d'animatroniques et de choses vraiment réelles qui fait que tous les CGI vont ressortir parce qu'ils vont avoir on va avoir une sensation de faux après avoir vu autant de choses qui sont faits physiquement, quoi. Du coup, en fait, cette idée de faire énormément d'effets spéciaux physiques et réels dans le film, en fait, dessert un petit peu les côtés CGI qu'il peut avoir. Même si, par exemple, tous les combats
de X-Wing, enfin tous les combats aériens de façon générale sont quand même hyper bien faits, mais les personnages par exemple, je trouve que c'est ça qui ressort, parce qu'en fait quasiment tout est fait en réel, et les deux trois personnages qui sont en CGI, tu les repères immédiatement, et je pense notamment à Snoke effectivement, où la motion capture de Andy Serkis, tu captes direct que c'est fait en CGI quoi. Oui, et d'ailleurs, il n'y a pas que Snoke qui fait un motion capture, il y a aussi Maz Kanata. Et on le voit vraiment hein, que c'est du CGI et pas non plus pas de l'animatronique. Et ça, enfin moi, ça m'a un petit peu dérangé. Bon, ouais, c'est pas hyper mal fait, non, faut pas exagérer, mais ça fait un peu une différence, surtout que dans le bar où elle est, tous les autres sont animatroniques et c'est bizarre de voir Maz Kanata, l'actrice principale de ce bar en plus, en CGI. Ah, ben moi pour le coup en fait, celle-là justement j'ai trouvé que c'était une motion capture qui était très réussie personnellement, plus que Snoke, même si comme tu l'as dit ça doit venir du fait que ce soit un hologramme hein, qui rend le Snoke un petit peu bizarre à regarder. Mais Maskenata, moi j'avais plutôt une bonne sensation en le voyant, enfin en la voyant. Pour ce qui est de la musique, il n'y a pas énormément de nouveaux thèmes qui ressortent vraiment du film, même si visiblement il y a 23 titres dans la BO que sortira John Williams. Hein. Et pourtant il n'y en a vraiment qu'un seul que j'ai vraiment noté, fait qui m'a vraiment laissé une marque, c'est le thème de Rey dans la première partie du film quand elle est sur Jakku, qui avait un petit peu des sonorités qui m'ont fait penser un petit peu à la BO de Interstellar, bizarrement. Mais voilà, après pour tout ce qui est des moments épiques du film, en fait, on reprend le score de la première trilogie et des précédents films. Des scores qui, bien entendu, on identifie de suite parce ils sont désormais mythiques. Mais en soi, la nouvelle bande-son, j'ai pas trouvé qu'elle laissait une vraie empreinte. Ouais, tout à fait. Et en ce qui concerne le son, je vais vous inviter à faire attention à deux choses quand vous reverrez le film. La première, c'est notamment durant le combat de sabre à la fin entre Kylo Ren et Rey, où il neige, ça se passe dans une forêt, il neige, et le bruit de la neige est juste génial. On a l'impression d'être accoudé à un arbre en train de les regarder se battre. On a l'impression d'y être, on se croit dans la forêt. La spatialisation du son est vraiment bien faite. On a l'impression que c'est du son en 3D, c'est ouf. Et la deuxième chose, c'est plus un clin d'œil à la saga, c'est pour les fans. C'est quand Boyega à la fin est inconscient sur son lit d'hôpital sur la base de la résistance. On a le bruit enfin le même son du battement de cœur que Han Solo avait lorsqu'il était carbonisé dans entre l'épisode 2 et 3. Alors, il était pas carbonisé, il était dans la carbonite, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ah putain. Sinon, il serait ressorti dans un plus mauvais état s'il était carbonisé, mon cher. Ouais, et les plus grands fans disent l'épisode 5 et l'épisode 6, parce que ce sont des vrais fans, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit? L'épisode 2 et l'épisode 3. Tu vois. Ah, moi je suis un vieux fan. Et au niveau des effets sonores, il y a également quelques autres modifications, notamment les sabres laser, qui n'ont pas tout à fait le même son. Et la force en elle-même, quand elle est utilisée, il y a une ambiance sonore qui arrive, qui l'accompagne, qui est très pesante. Il y en a qui aimeront, il y en a d'autres qui n'aimeront pas. Moi, ça m'a pas dérangé. Même si j'ai l'impression que c'est pour souligner le fait qu'elle est utilisée pour ceux qui n'auraient pas compris. Et maintenant, donc, on va s'attaquer à un sujet qui va faire couler plus d'encre, j'ai envie de dire, au scénario, parce que nous, on n'a pas vraiment les mêmes avis que tout le monde. Et surtout, on n'a même pas les mêmes avis entre nous. Déjà, au niveau du ton du film en lui-même, on remarque que l'humour est beaucoup plus présent, j'ai envie de dire, que dans les deux trilogies précédentes. On a vraiment l'impression que Abrams a voulu faire un film fun et j'ai envie de dire que ça marche très bien, en tout cas pour moi. Ça marche d'ailleurs beaucoup mieux en VO qu'en VF. En VF, il y a des blagues qui sont qui sont mal traduites, mal traitées en tout cas, et qui passent beaucoup mieux en VO. Hein, je t'ai déjà le précisé parce j'avais trouvé un humour un petit peu lourd en VF, limite à certains moments, alors qu'en VO, il passe crème, il n'y a aucun problème avec ça, ça coule tout seul. Donc vraiment, privilégiez la VO pour, si vous voulez apprécier l'humour à sa juste valeur. Mais voilà, déjà un humour beaucoup plus présent, mais que je trouve bien dosé et qui marche plutôt bien. Ouais, je suis d'accord, les blagues passent beaucoup mieux en VO, notamment pour le pilote de la Résistance, parce que déjà, il a pas beaucoup de répliques, alors en plus en VF, elles sont pas terribles, mais c'est vrai qu'en VO, ça passait beaucoup mieux. Par contre, ce qui passe un peu moins bien pour moi, même si ça reste quand même pas trop mal fait à certains moments, c'est le fanservice. Le fanservice est assez présent dans le film et par moments, il est un peu trop appuyé, je pense notamment quand Boyega appuie sur la table dans le Faucon Millenium, qui allume le jeu d'échecs qu'on avait dans le 4. Là, plusieurs fois, la caméra revient dessus et insiste dessus pour montrer hey, regardez, c'est le jeu d'échecs du 4. Et ça, c'est un peu lourd.
Effectivement, le coup de la table d'échecs, c'est le moment où le film ne met pas de gants et est un petit peu lourd sur ce sujet, sur ce domaine de fanservice. Mais sinon, globalement, moi j'ai trouvé que ça passait plutôt bien, même si je dois bien avouer qu'il y en a beaucoup. Mais moi je suis vrai, j'adore le fanservice, donc forcément j'étais client. Mais il est clair qu'il y en a certains que ça peut vite agacer, étant donné qu'il y en a quand même pas mal. Il faut dire que c'est une forme d'humour qui est très en vogue actuellement. On pense notamment à Marvel et bien sûr à Jurassic World qui est sorti cette année, qui était une espèce d'ode au film original de Spielberg et qui était en fait quasiment 1 heure et demie de pur fanservice. Et en ce qui concerne l'histoire du film en elle-même, c'est là que je trouve le plus gros défaut. L'histoire est beaucoup trop calquée sur celle du 4. Et c'est d'ailleurs un peu le reproche que tout le monde, toutes les critiques font au film, c'est un peu ce manque d'originalité. Mais ça leur a moins dérangé que moi. Moi, là, au premier visionnage, je suis sorti complètement déçu de l'histoire. J'avais l'impression d'avoir revu cet épisode 4 en version remasterisée HD. Et c'est là que ça pose un gros problème pour moi. Pour commencer, on a un robot qui est porteur d'informations, qui sur sa route, lors de sa fuite, rencontre un local sur la planète où il se balade donc, qui va ensuite être impliqué dans l'histoire. Les méchants ont eux aussi une arme de destruction massive qui est juste 10 fois plus grosse que l'ancienne. La seule différence avec l'étoile noire, c'est que celle-ci arrive à détruire 5 ou 6 planètes en même temps. Et bien sûr, pour pallier à cette arme de destruction massive, les gentils ont également le même plan que dans le 4, c'est-à-dire attaquer par un point faible cette étoile, ou plutôt là c'est Starkiller, C'est carrément une planète. carrément une planète, oui, afin de la détruire par un point faible qui est apparemment situé lui aussi à l'intérieur de la planète. Et pour finir, notre apprenti Jedi Rey va à la fin du film suivre une formation auprès d'un grand Jedi qui est Luke. Lui aussi ermite dans une planète comme Yoda l'était à son époque. Et là, effectivement, pour le coup, je sais pas trop comment je vais pouvoir te contredire parce que, effectivement, même s'il y a beaucoup de choses qui sont traitées de façon différente et qui sont très intéressantes, le squelette du film en lui-même est en effet un copier quasi collé de l'épisode 4. Et je comprends tout à fait qu'il y ait certaines personnes comme toi, par exemple, qui n'arrivent pas à passer outre cela, et moi-même, j'ai un peu de mal. Ce que je pense, c'est que ce film en fait a été fait afin de contenter tout le monde, et notamment les fans de la première heure qui avaient été énormément déçus par la prélogie. Et du coup, Abrams et également Kasdan qui a fait le scénario avec lui se sont dit que s'ils partaient de l'épisode 4 que tout le monde adore, eh bien, ils se sont dit au moins on prend pas de risque. Et c'est à peu près, à mon avis, l'idée qui résume le scénario, c'est-à-dire une prise de risque quasi nulle en ce qui concerne l'architecture du récit. Et ce paroxysme est poussé jusqu'à la ressemblance des planètes. On a Jakku qui ressemble très fortement à Tatooine, Starkiller qui ressemble à Hoth dans l'Empire contre-attaque, et la planète de Maskenata qui ressemble soit à Naboo, soit à la planète des Ewoks. Endor. En ce qui concerne les personnages, on a également pas mal de points positifs et aussi négatifs, même si moi j'en retiens quand même personnellement plus de positifs que de négatifs. Et à commencer du côté des personnages historiques de la saga, qui ont ravi les fans un petit peu, parce que tout le monde se demandait s'il se fait un Star Wars 7, est-ce que les vieux reviendront. Et ils sont revenus. Carrie Fisher, Mark Hamill et Harrison Ford sont tous les trois là. On peut également incorporer Chewbacca, qui est joué par Peter Mayhew. Également Anthony Daniels, qui joue C3PO. Et même R2-D2 est lui également là, même si c'est de façon très brève. Oui, on nous a vendu leur retour, mais il faut quand même dire que Leila et Luke ont très peu de temps de parole, ou plutôt d'image. Cependant, Luke sera certainement beaucoup plus présent dans les futurs épisodes, puisque là, il ne fait qu'un cliffhanger à la fin du film pour nous annoncer la suite. C'est une sorte de teaser en lui, même. Oui, effectivement. Et même Leia, j'ai l'impression que même si là, elle avait un rôle très secondaire, elle était juste là pour le côté nostalgique, j'ai envie de dire, et puis pour les retrouvailles avec le personnage de Harrison Ford, Han Solo. Mais maintenant que Han Solo est sorti de l'histoire, hein, bon, voilà. Je pense que le rôle de Carrie Fisher va beaucoup augmenter dans les suites qui vont venir, parce que c'est le seul lien qu'il y a entre Kylo Ren et son passé positif, lumineux, disons. On va aborder Kylo Ren dans quelques instants, mais je pense que Carrie Fisher va vraiment voir son rôle devenir beaucoup plus important dans les suites. Et d'ailleurs, parlons-en de la mort d'Han Solo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Parce que moi, je suis un peu partagé dans le sens où je sais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Très sincèrement, moi je pense que c'était le bon moment. Je pense que sa mort est justifiée, elle est très symbolique. Moi je l'ai trouvé franchement. Le seul truc que je peux à la rigueur reprocher à la scène en elle-même, c'est le fait qu'elle est un peu téléphonée. Tu la sens arriver à 1000 km à la ronde. Hein. Une fois qu'ils arrivent sur cette passerelle, tu sais qu'il y en a un des deux qui ne reviendra pas et que vu que Kylo Ren est censé être le méchant
de cette trilogie. On voit mal comment ça pourrait être lui qui tombe dans le trou. Mais en soi, moi, elle me dérange pas du tout. Moi, je trouve que c'était le bon moment pour dire au revoir à ce personnage de Han Solo. Voilà, je pense que ça aurait peut-être un petit peu tué le mythe de voir un Harrison Ford vieillissant se trimballer pendant encore 2 films dans son Faucon Millennium. Voilà, c'était le moment donc pour dire au revoir à ce personnage. Voilà, la mort est bien amenée, elle est assez symbolique. Elle est belle entre guillemets, hein. Moi, quand j'étais au cinéma et que je me suis rendu compte, putain, ils ont tué Han Solo, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Donc sur moi, ça a marché, donc moi, je la trouve plutôt bien cette mort. Oui, c'est sûr, et ça crée un support scénaristique intéressant pour la suite. Et puis le personnage part sur une très bonne note parce que Harrison Ford, moi je l'ai trouvé vraiment super bon en Han Solo. Euh, Très sincèrement, c'est une des meilleures performances du film. C'est en tout cas un des personnages qui m'a le plus amusé. Et il reprend des gimmicks de son personnage de la trilogie originale qui parlent forcément aux vrais fans de la saga. Et moi, en tant que vraiment fan absolu de la saga Star Wars, quand je l'ai vu s'énerver contre un autre personnage et le pointer du doigt en parlant et en soulignant chaque mot avec ce bout de doigt, là, c'est un gimmick qu'il avait dans la trilogie originale que je trouvais génial. Et quand il a fait ça dans ce film, j'étais là, putain, on l'a retrouvé, il est de retour. Et moi, ça m'a vraiment parlé. Vraiment une très bonne performance de la part de Harrison Ford. Et je trouve il s'en va avec les honneurs, ce personnage. Et personnellement, je trouve que c'est la meilleure performance du film, ou du moins une des meilleures. Et ce n'est pas la seule très bonne performance du film, parce qu'on a également des nouveaux personnages qui arrivent, hein. 3 petits jeunes qui sont, à mon avis, tous très bons, moi j'ai trouvé personnellement. À commencer donc par Daisy Ridley qui incarne Rey, un espèce de pendant à Luke Skywalker. Et moi je l'ai trouvée excellente dans ce rôle, vraiment très très bonne actrice qui n'avait fait quasiment aucun film, même qui n'avait fait aucun film avant celui-ci. C'est assez impressionnant. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand même. Je trouve que cette actrice ne transmet pas assez d'émotions, du moins autant d'émotions que pouvait le faire Luke dans l'épisode 4. Elle n'est pas aussi innocente que lui. Alors il y a une différence entre les deux personnages qui est assez évidente pour moi, c'est que Luke était vraiment un mec qui débarquait un petit peu nulle part, qui avait tout à apprendre et qui se reposait énormément sur les personnes qui l'accompagnaient dans ce nouvel univers qu'il découvrait. Alors que là, Rey, en soi, elle est hyper indépendante, elle est déjà entre guillemets formée comme personnage, c'est-à-dire qu'elle est déjà très forte et elle est déjà capable de traverser les épreuves qui lui sont présentées. Alors que Luke était beaucoup plus un personnage qui débarquait dans un univers inconnu et qui galérait un petit peu, même beaucoup. Là, effectivement, le traitement du personnage n'est pas le même. Il y a un parallèle entre les deux parce qu'ils ils vont avoir le même parcours, je pense, au niveau de la trilogie qui arrive. Mais effectivement, il y a une vraie différence entre les deux avec un Luke qui était beaucoup plus. On pouvait s'identifier beaucoup plus parce que c'était un personnage entre guillemets normal, alors que Rey, même si elle a aussi un côté entre guillemets normal, elle est quand même beaucoup plus badass, j'ai envie de dire, qu'elle est déjà capable de faire beaucoup plus de choses dès ce premier film que Luke dans le premier, dans A New Hope. Et c'est justement pour ça qu'on éprouve beaucoup moins d'empathie pour elle que pour Luke. Et ça en fait un personnage beaucoup moins attachant que Luke. Et pour le coup, je vais pas vraiment être en désaccord avec toi parce que effectivement, c'est quelque chose que je peux entendre tout à fait. Mais je trouve qu'en tant qu'actrice, Daisy Ridley qui incarne Rey, elle fait le job. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'elle est pas très bonne, qu'elle fait pas une bonne performance. Je trouve que sa performance est bonne et s'il y a des problèmes, ils sont au niveau de l'écriture du personnage. Où effectivement, il y a quelques sujets sur lesquels on peut être amené à débattre sur le fait est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Ah oui, je dirais même qu'il y a de gros problèmes sur son écriture du personnage. Elle a une maîtrise de la force qui est quasi instantanée par rapport à Luke, par exemple. On vient tout juste de lui apprendre ce qu'est la force et elle arrive de suite à bouleverser l'esprit d'un Stormtrooper pour la libérer. Moi, cette scène et cette faculté à de suite utiliser la force et à savoir comment l'utiliser m'a vraiment gêné. Ça a fait perdre toute crédibilité à la force en soi. Oui, je suis d'accord, et très sincèrement, je sais pas vraiment comment ils vont réussir à s'en dépatouiller de ça. Soit c'est un parti pris qu'ils ont dit, un raccourci scénaristique, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de passer un film et demi à former ce Jedi dans le scénario, contrairement à ce qui était fait avec Luke dans la première trilogie. Soit il va y avoir une explication à ce phénomène dans les films suivants. Je sais pas, c'est une espèce de Jedi qu'on n'a jamais vu auparavant, je sais pas, mais ça me paraît en tout cas très bizarre, effectivement. Et là, sur le coup, j'ai rien à argumenter, effectivement, c'est complètement abusé ce qui se passe avec elle, à la fois au niveau de la maîtrise de la force, pour comment le mind trick qu'elle fait avec le Stormtrooper, mais également, elle arrive à rattraper le sabre qui est dans la neige, dans la scène finale, alors que Luke est en galère comme un chien quand il le fait dans l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire dans le deuxième film. Donc là, elle a quand même elle est beaucoup plus précoce que Luke. Et pour la petite anecdote, le Stormtrooper qui se fait bouleverser l'esprit pareil, donc,
et qui la libère à bord du vaisseau, est incarné par, devinez qui, notre cher James Bond. Effectivement, Spectre et The Force Awakens se tournant au studio de Pinewood en Angleterre, Daniel Craig n'était jamais très très loin du plateau de tournage de Star Wars, et un jour, il a fait un petit passage et a tourné une petite scène. Et pour l'autre nouveau jeune principal de la trilogie, donc, Boyega, est quant à lui bien meilleur que Rey selon moi. Il est complètement à l'aise dans son rôle et il est vraiment le pendant de Harrison Ford, enfin de Han Solo donc dans cette trilogie je trouve. Son personnage est assez orienté sur l'humour, qui est très justement joué de sa part et c'était une bonne surprise de le voir au sein de ce film. Tout à fait d'accord, très sincèrement, c'est celui que j'ai le plus aimé entre guillemets, des jeunes nouveaux. J'ai vraiment été hyper emballé, on sent que le mec est tout content d'être là, il joue parfaitement, il est hyper dynamique, l'humour marche parfaitement avec lui, et ça va être effectivement, comme tu le dis, l'héritier de Han Solo, maintenant que celui-ci est mort, voilà, je suis en train de faire mon deuil en même temps que je fais la vidéo, c'est pour ça que j'en parle souvent de cette mort. Mais voilà, oui, c'est vrai que Boyega est excellent, je l'avais déjà vu dans Attack the Block, où il avait été très très bon. Un petit film également anglais sur une attaque d'extraterrestres en banlieue londonienne, je recommande également, qui est un très bon petit film. Mais là, vraiment, là, il explose, franchement, et ça a été pour moi l'énorme surprise de ce personnage. Plus que Rey, parce que moi, celui-là, je l'ai vraiment trouvé parfait. Rey, je l'avais trouvé très bonne, enfin, Daisy Ridley, je l'avais trouvé très bonne dans son rôle, mais lui, je le trouve absolument parfait. Et le dernier de ce trio de jeunes talents, c'est Adam Driver, qui joue donc Kylo Ren, un personnage qui était très attendu et qui était très redouté par les fans, puisque c'est un petit peu lui le nouveau Dark Vador, même si, force est de constater que les deux personnages ont quelque chose commun, mais également beaucoup de différences qui sont, selon moi, très intéressantes. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Kylo Ren? Et certainement le personnage sur lequel je suis le plus perplexe. Bon, on va commencer par l'acteur en lui-même. Il est bon. Il incarne, il est bien dans son jeu. C'est un bon acteur, franchement. J'ai rien à redire sur sa performance. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, concernant l'acteur, j'ai pas non plus beaucoup de reproches à lui faire. Je trouve pas qu'il rayonne outre mesure comme peuvent l'avoir fait d'autres acteurs dans le film. Mais effectivement, il joue pas de fausse note, et je pense qu'il peut vraiment sortir un très très gros truc dans les films qui vont suivre, parce que c'est là que son personnage se développera et sera encore plus intéressant. Et concernant le personnage, si j'ai un reproche à faire au film, enfin, j'en ai plusieurs reproches, je sais, mais celui-ci en fait partie, c'est qu'il manque vraiment d'un personnage marquant, enfin d'un méchant marquant. On avait Dark Vador dans les anciens, qui était vraiment le méchant par excellence. Et là, on a Kylo Ren, donc, qui est très menaçant jusqu'à ce qu'il enlève son masque, en fait. Et à partir du moment où il enlève son masque, son écriture du personnage veut que ce soit quelqu'un enfin, de tiraillé entre la lumière et enfin, le côté obscur de la force. C'est pas mal écrit, mais ça le décrédibilise en soi, puisqu'il en devient moins méchant. Alors je trouve pas en soi que le concept d'avoir un personnage tiraillé soit nul. Ce que je trouve nul, c'est que du coup, ça enlève le seul méchant menaçant du film. Ouais, je comprends ce que tu veux dire sur le fait qu'effectivement, il n'est pas vraiment comparable à Dark Vador sur le plan de la menace, parce que Dark Vador, sur les 2 premiers épisodes de la trilogie, était un espèce de Terminator inflexible qu'il était impossible de détourner de son but. C'est seulement dans le 3e film de la trilogie qu'il va vraiment commencer à avoir un vrai développement, Dark Vador. Alors c'est pas un reproche, hein, bien entendu, c'est un personnage qui est tellement iconique, et justement c'est ça qui a fait un petit peu la force du personnage, ce côté menaçant. Mais là justement, je pense qu'ils ont voulu partir dans une autre direction, parce qu'ils savaient que quel que soit le méchant qui sortirait de leur chapeau, il n'y en aurait aucun qui arriverait à soutenir la comparaison justement avec le mythique Dark Vador. Du coup, ils ont choisi de prendre un personnage qui ressemble énormément à Dark Vador d'un point de vue purement physique, c'est-à-dire qu'on a un mec qui est habillé tout en noir, on a un mec qui a un masque sur la tronche, qui a un sabre laser rouge, qui a une voix rock très identifiable et qui rappelle énormément celle de Dark Vador, mais le type est seulement dans du mimétisme, voilà. Ce qu'il veut avant tout, c'est ressembler le plus possible à son gourou, qui est son grand-père, mais dans les faits, il en est très très loin. Déjà, je trouve très intéressant d'en faire quelqu'un qui est attiré non pas par le côté obscur, mais par la lumière. Hein. Ça renverse un petit peu tous les codes qu'on avait sur les 2 précédentes trilogies où c'était complètement l'inverse. Et ça rajoute vraiment de la profondeur au personnage. J'ai même envie de dire plus qu'un Dark Vador qui, à part dans la seconde partie de la trilogie, n'avait pas un vrai background.
Là, justement, avoir un personnage qui va pas être unilatéral, qui a vraiment un conflit intérieur. Et je pense que ça va être très très intéressant de suivre justement ce conflit intérieur au fur et à mesure des films. Là, en fait, on a juste, je pense, un petit aperçu de ce qu'on va avoir dans le futur. Et c'est justement pour ça que je suis très confiant sur l'acteur, sur le fait qu'il va pouvoir nous sortir des très grosses performances, parce que son personnage est fait comme ça, est voulu pour que justement, au fur et à mesure qu'on avance dans la trilogie, on s'intéresse de plus en plus à lui, et qu'on voit de plus en plus son tiraillement intérieur, et justement, je pense que ça peut donner un méchant qui peut vraiment être très 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 intéressant. Et je voulais rajouter quelque chose à propos de Kylo Ren. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il idéalise énormément Dark Vador pour son côté obscur. Or, on sait tous qu'à la fin de l'épisode 6, Dark Vador abandonne ses idées pour se repencher vers la lumière et aider son fils Luke. Et cette contradiction que je ne comprends pas. Kylo Ren ne veut pas se tourner vers la lumière, lui il est à fond dans le côté obscur, et pourtant, il idéalise quelqu'un qui lui s'est tourné vers la lumière. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas l'écriture de ce scénario-là. Pour moi, je pense que c'est assez clair, c'est qu'il est tout simplement pas au courant que Dark Vador, dans la fin de sa vie, s'est tourné vers la lumière pendant les 30 dernières minutes de sa vie. Ce qui est, voilà. À mon avis, ça va peut-être, pourquoi pas, être d'ailleurs un ressort scénaristique dans les films qui vont suivre, et pourquoi pas la révélation de la part, par exemple, de Luke, si jamais il y a une confrontation entre lui et Kylo Ren. Oui, mais tu sais, ton père s'est tourné vers la lumière et tout. Voilà. À mon avis, ça va être un ressort scénaristique sur ce petit point, parce que il est tout simplement pas au courant, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il idéalise et qu'il voit Dark Vador comme une sorte de gourou qu'il faut suivre, dont il faut suivre les instructions et la philosophie. C'est clair que ce sera intéressant de voir l'évolution de ce personnage sur les 2 prochains épisodes. Cependant, j'espère vraiment qu'ils vont renforcer soit son côté méchant, ou alors trouver un autre méchant comme Snoke par exemple, qui sera bien plus présent dans le film et bien plus charismatique dans le sens charismatique, dans le méchant, dans le sens méchant, dans le sens cruel, que Kylo Ren. Moi, ce qui m'a dérangé dans ce Kylo Ren, c'est vraiment sa fragilité. Notamment à la fin, quand il combat contre Rey et Finn, on voit que il est assez faible. Il se fait battre par Rey, qui est apprenti Jedi depuis 3h45, et pourtant, il n'arrive pas à la dominer. Et ça, pour moi, ça me pose problème. Ça enlève un côté réaliste, entre guillemets, sur les combats entre Jedi et Sith, ou apprenti Sith, ou apprenti Jedi, dans ce cas-là. Ah, je t'accorde tout à fait le combat final contre Rey qui est un petit peu abusé, hein, j'ai envie de dire. Par contre, le passage contre Finn est justement, lui, pas mal du tout, parce que tu vois que malgré qu'il soit blessé, il le maîtrise sans trop de soucis. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé. Et moi, ce côté fragile, c'est justement ce qui m'a le plus intéressé dans ce personnage, le fait d'avoir un méchant qui soit autre chose qu'un enfoiré qui veut juste tuer tout le monde parce que c'est comme ça. Moi, j'espère vraiment retrouver ce côté enfoiré qui veut tuer tout le monde dans le personnage de Snoke, pardon, et assez rapidement. Parce que c'est vraiment, pour moi, ce qui manque à cet épisode. Effectivement, Snoke fait partie de ces nombreux personnages secondaires qui sont à peine effleurés dans ce film et qui seront largement plus développés dans les suites, hein, logiquement. Et c'est justement, si on suit ta logique de vouloir un méchant qui soit beaucoup plus menaçant et beaucoup plus inquiétant que Kylo Ren est beaucoup plus implacable, c'est clair et net que c'est lui qui est le premier, enfin qui est tout désigné, quoi. Avec peut-être également le général Hux qui est interprété par Domhnall Gleeson, qui, malgré très peu de temps d'image, moi j'ai vraiment adoré son personnage, là, notamment son discours de fanatique où il est complètement en mode pétage de... Enfin, il est en roue libre, et j'ai trouvé ça assez très drôle et plutôt très bien fait. Ouais, mais j'ai peur que, comme d'habitude, les scénaristes ne prennent pas la peine de développer les généraux du Nouvel Ordre, du moins de l'Empire. C'est sûr que c'est vraiment une saga où il y a énormément de personnages et ça va être dur effectivement de consacrer vraiment un large développement à tous. On a également des personnages comme Poe Dameron qui sont très peu développés, dont le personnage marche parce qu'il a quelques blagues assez bien senties, mais il n'est pas du tout développé, et pourtant on le présente comme un des personnages centraux de l'aventure lorsqu'on est dans les bandes annonces ou même lorsqu'on regarde le casting, parce qu'Oscar Isaac, c'est pas n'importe qui. Il y a également Capitaine Phasma qui n'a pas vraiment une énorme importance. C'est 3PO qui a droit à 3 lignes dans tout le film, R2D2, 3 bips. Enfin voilà, il y a pas mal de personnages qui sont vraiment très effleurés. Et c'est quand même étonnant pour Poe Dameron, puisque le générique du film, enfin l'histoire racontée,
parle directement de lui, et l'introduction, enfin l'ouverture du film, se fait sur lui. Et après, on l'abandonne au bout de 5 minutes, on ne le voit plus pendant 3 quarts d'heure, voire 1 heure et demie, quoi. Ah, là encore, ce sera un personnage à développer dans la suite. Et puis surtout, en fait, au fur et à mesure qu'il y a des morts qui vont s'accumuler, il y aura forcément plus de place pour les autres personnages, et c'est à ce moment-là que tu développeras ces personnages qui sont, pour l'instant, secondaires, voire tertiaires. Ouais, on verra. Ça fait quand même beaucoup de personnages à développer. J'ai hâte de voir comment ils vont cheminer tout ça. Et il y a également Chewbacca qui a un développement quasi nul pendant tout le film et qui pourrait justement avoir une histoire hyper intéressante dans la suite de l'aventure, étant donné que son compagnon de toujours est décédé. On pourrait avoir justement une sorte d'histoire le concernant qui pourrait être vachement bien. À voir ce qu'ils vont en faire. Chewbacca d'ailleurs qui a une des scènes les plus what the fuck du film, lorsqu'il se fait soigner après être blessé et qu'il se fait littéralement draguer par une infirmière. Voilà, c'était le moment complètement. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'était très bizarre, mais pourtant ça s'est passé. Et voilà, donc pour résumer, ce film est un bouillon d'idées à développer, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite tout de même si j'ai pas apprécié autant que je l'aurais espéré le film. Et si je devais lui attribuer une note, ça serait donc de 5 sur 10, tout simplement parce que c'est trop une copie de l'épisode 4. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un Star Wars qui a été fait pour ceux qui n'ont pas du tout vu les anciens épisodes. Et ce manque d'originalité, pardon, m'embête un peu quand même. Et je dois lui mettre donc que 5 sur 10 à contre-cœur, vraiment. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fond, même si je serais un petit peu moins sévère. Voilà. Effectivement, moi aussi j'étais un petit peu déçu de ne pas voir une espèce de révolution cinématographique que j'attendais, mais j'ai vu un blockbuster et un très bon, ce qui est quand même quelque chose de assez rare ces dernières années. Donc voilà, moi je mettrais un bon 6 sur 10, voilà, et comme toi, j'attends énormément la suite. C'est, comme tu le dis, vraiment beaucoup de possibilités pour les deux films suivants. À eux de pas se rater, surtout que ce ne sera plus J.J. Abrams à la barre, mais d'autres réalisateurs, notamment Ryan Johnson pour l'épisode 8. Très bien, merci Théo pour ton avis final et ce qui te donc sur ces dernières paroles. Et je vous incite une fois de plus, vous faites pas trop, je suis pas trop content, hein, je plaisante, de commenter la vidéo et vraiment de partager votre opinion. En attendant, on se retrouve la prochaine fois pour certainement Tarantino, hein, le prochain Tarantino, les 8 salopards. En attendant, donc, ça fait beaucoup d'entendre, mais bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous, à la prochaine. Au revoir.